Allez, c'est parti. Salut tout le monde, je vous fais la vidéo débrief du premier opus de Lunarium. Je l'ai fait tout seul comme un grand, Anaïsa n'a pas pu se libérer. Donc vidéo débrief qui va vous expliquer le derrière du devant de l'organisation et du jeu. Le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé exactement, donc l'histoire, mais avant tout l'organisation, les choix et pourquoi c'était comme ça et pourquoi il y a eu ça. J'en profite de faire cette vidéo maintenant parce qu'il y a 2-3 jours, on a posté un commentaire, donc si tu ne... commentaire, n'importe quoi. On a posté un questionnaire, pardon. Donc toi, joueur, si tu ne l'as pas reçu, regarde ta boîte mail parce qu'on l'a envoyé par mail. Sinon, le lien est sur Discord et sur Facebook. Donc on va en profiter en même temps de rebondir sur les retours de joueurs positifs comme négatifs. Alors négatifs plutôt dans le sens constructif. Et puis si c'est pas constructif, c'est parce que nous, on a nos idées, nos envies, notre vision de jeu surtout. Et du coup, ça va pas forcément dans l'idée d'autres joueurs qui ont des héritages d'autres GN ou une vision de jeu différente. Et du coup, ça, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour pas que ce soit trop lourd et redondant pour vous. Donc j'y vais dans le bon sens. Le retour du jeu, pour le moment, est très très bon. On est super content. Je vais nous mousser un petit peu, nous, en tant qu'orga, parce que le jeu, on est vraiment content sur le fait qu'il a vraiment suivi ce qu'on voulait. Donc au niveau de l'histoire, sans problème. Puis aussi au niveau mécanique de jeu, les mécaniques de jeu qu'on a mis en place va vraiment dans le sens qu'on souhaite. Et celles qui étaient un peu à la traîne, qui n'ont pas forcément hyper bien marché, c'est qu'elles demandent à être étoffées ou réglées d'une façon ou d'une autre, équilibrées. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, on est super content de tout ça. Au niveau des retours de joueurs sur le jeu, les joueurs sont vraiment bien contents dans l'ensemble. Il y a quelques joueurs un petit peu mécontents, mais c'est parce qu'ils ont l'impression d'être passés à côté. Et ça, il va en découler quelque chose que je vais vous dire dans 2 secondes. En tout cas, les retours sont très bons sur un principe qu'on arrive à un principe d'équilibre de pour et de contre. Il y a les pour plein de sujets et il y a les contre du même sujet qui font que nous, quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un équilibre dans le jeu et nous, on ne peut pas faire mieux que ça. Je vous donne un exemple, il y en a qui ont vraiment apprécié le site et d'autres qui l'ont moins trouvé bien, voire des fois pas très bien. Donc nous, quand on arrive à ce niveau-là, pour nous, c'est que c'est payant, c'est gagnant. Donc là-dessus, c'est ultra cool. Oui, si, voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à perdre ce que je voulais dire. Et donc du coup, tout ça pour dire que là, l'explication que je vais vous donner, nous, ce qui va en découler, c'est on a vraiment l'envie de, comme on a commencé sur nos anciens événements, de vous donner tout en transparence. En fait, c'est ce qui marche le mieux. On s'en est vraiment rendu compte depuis bon nombre d'années maintenant. Et du coup, c'est pas pour vous donner des excuses au sujet de nos erreurs ou même de possibles erreurs de joueurs. C'est vraiment pour vous voilà, montrer parce que vous n'avez pas forcément l'arrière du décor d'une façon ou d'une autre et vous n'êtes pas dans nos têtes ou dans les têtes des autres quelque part. Et donc, ce qu'on a envie, c'est de vous mettre tout en transparence pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc la première chose qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il aurait fallu peut-être expliquer un petit peu plus le jeu au niveau de la transparence, que c'était pas un GN à ressources en mode survie chasseur-cueilleur, que c'était vraiment un GN de marchand et on l'a fait dans ce sens-là, c'est pour favoriser les interactions entre les savoir-faire. Chaque savoir-faire avait ses ressources propres et ses mécaniques qui faisaient qu'il était obligé, s'il voulait faire vivre son personnage et faire vivre l'histoire, d'aller voir au moins 3 ou 4 autres savoir-faire d'une façon ou d'une autre, ou sinon, dans l'autre sens, il y avait énormément de savoir-faire qui devaient venir le voir. Après, nous, on a eu des petits soucis, des oublis sur des ressources qui ont fait que ça a peut-être possiblement baissé l'intensité du jeu pour certains savoir-faire. Donc oui, c'était un GN plutôt marchand et échange que ressources, même si en jeu il y avait des ressources et des papiers jaunes qui permettaient de vous créer du jeu d'une façon ou d'une autre. Sachant qu'en parlant de marchand, il y a des personnages qui ont été absents, ce qui a créé aussi possiblement des blancs, comme par exemple on n'avait qu'un seul marchand alors qu'il aurait dû en avoir deux, ce qui aurait pu créer un commerce et une petite compétition entre les deux au niveau des tarifs. Mais bon, voilà, ça c'est comme ça. Donc pour nous là-dessus, on sera plus transparent maintenant sur les GN.
Même si cette partie-là risque peut-être de changer un tout petit peu sur certains GN qui seront un petit peu plus pulp et d'autres un peu plus roleplay. Je vous dis des termes, je ne sais pas en fait sur quel GN on peut partir sur les opus prochains. On restera dans la même thématique de Dark Fantasy, mais avec les créatures et tout ça. Mais c'est possible qu'il y a certains, même qu'on fasse dans des GN ils appellent les inter nanana. Nous, j'aime pas trop ce terme, donc nous, ce sera plus des mini-GN entre les grands GN de Lunaria, des brides d'histoire à droite à gauche, simplement des rencontres diplomatiques ou alors des combats pour des batailles, pour recréer des petites batailles ou des trucs comme ça, des trucs sympas. On ne se prendra pas la tête sur 10, 20, 30 joueurs grand max. Puis après, les gros GN, on sera sur 60, 80 joueurs comme on faisait avec Ekazom, possiblement 100 joueurs. On aimerait bien 100 joueurs parce que ça créerait plus de dynamique et de réalité immersive que là dernièrement avec le petit village des Losmes qui est avec 40 joueurs. Parce que 40 joueurs, dès qu'il y a deux groupes qui partent à la cueillette ou pour une bataille, le village se retrouve un petit peu désertique. Donc nous, on aimerait bien ça. Donc dans un autre sens, on nous a dit que ça serait cool d'avoir plus de PNJ dans le jeu. Et ben c'est pas qu'on veut pas. Pour être franc, c'est un des rares billets de la billetterie, si je dis pas de bêtises, qui n'était pas limité. Et s'il était limité, parce que je vous dis une bêtise, on aurait ouvert plus s'il y avait eu de la demande de PNJ sans problème. Je crois qu'on était déjà entre 10 et 15 sûrs de PNJ d'ouvert. Et donc on nous l'a dit, bah oui, mais en fait, 2 ans de Covid ont fait que ça a donné beaucoup de GN dans l'année 2022. J'en connais même 2-3 qui ont été annulés parce qu'ils n'avaient pas assez de joueurs pour couvrir les frais du budget, donc location de terrain et tout ça. Nous, on a la chance avec le domaine du Vigno d'avoir un tarif par joueur, donc ce qui nous a permis de continuer le GN. Et du coup aussi parce que bon, on dirait que la communauté GNiste, sans médisance, hein, ce que je dis ça, aucun problème, nous boude un peu parce qu'on doit être complètement à l'ouest de la France et pas centralisé, ou alors on fait pas partie de certaines communautés qui se connaît un peu plus, enfin bref, ou tout simplement parce que Faerie et Lunaria n'est pas assez connu ou tentant visuellement, enfin il n'y a pas assez de matière pour attirer des joueurs, je ne sais pas. Ce qui fait que ben, on a eu qu'un seul PNJ, une seule inscription de PNJ volant, et on a eu 3-4 PNJ fixes, ce qui limite un peu le jeu, ce qui nous a obligé, nous, Orga. Alors on s'est déliré à aller faire les brigands, par exemple, ou faire autre chose. Moi, par exemple, le faune, ça me donne une bonne excuse de faire du roleplay, c'était cool. Mais du coup, ben, on a manqué de PNJ. C'est pas de notre faute, bien au contraire, on aimerait bien. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment important, quoi. Donc voilà, grosse erreur donc, au niveau du jeu, ce que je vous parlais, grosse erreur, enfin, je vais essayer d'un petit peu nous dédouaner quand même là-dessus. C'est vrai qu'au niveau du papier jaune, il y a eu des manquements, et surtout au niveau des arpenteurs et des encaisseurs. Arpenteurs qui devaient non seulement avoir des papiers jaunes accrochés sur leur cible quand ils tirent avec leurs flèches, donc pour ceux qui avaient mal vu ou pas vu, il y avait des cibles d'accrocher dans les armes, et puis on a une ressource dessus, puis la flèche vient le faire tomber. Et les enquêteurs avaient des papiers normalement à trouver ici et là qui leur donnaient des indices sur des possibles enquêtes. Indices qui pouvaient se croiser, c'est-à-dire par paire ou par trois. Les indices, ils les trouvaient à droite à gauche, avaient des petits symboles qui se correspondaient, qui correspondaient les uns aux autres. Et du coup, quand ils avaient plusieurs papiers jaunes du même symbole, ça voulait dire qu'ils avaient trouvé une suite d'indices sur un sujet, et du coup ça pouvait les mener sur des possibles enquêtes de personnages connus ou pas. Et ça, il y a eu des gros oublis au niveau de la mise en place et pendant le jeu, parce qu'on a été énormément sollicité, parce que les joueurs étaient du coup à fond dans leur truc. Et du coup, on a été énormément sollicité, et on a été aussi embêté à un moment au niveau de la pluie. Aller mettre des papiers jaunes sous la pluie, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. On a hésité, on savait pas trop comment la météo allait bouger. Et puis, un petit manque d'organisation dans les papiers jaunes a fait que on a oublié cette partie-là, où elle a été faite très légère, et le si peu qu'il y avait en jeu a été déjà raflé par les joueurs, logique. Et donc, du coup, on essayera d'améliorer largement cette partie-là, c'est une grosse priorité. Parce qu'on sait que la mécanique des papiers jaunes a super bien marché, à part les points de colle qui ont un petit peu merdé, mais ça on va revoir ça. C'est fait partie du jeu d'essayer, autant être honnête, la vision c'est qu'on est un jeu en communauté, on est tous
ensemble, on essaye plein de trucs. Les joueurs aussi ont essayé des choses, nous ont donné des idées, ont pris des idées, ont inventé des choses qui ont matché ou pas matché, peu importe. Et c'est le but du truc et le but de cette vidéo, c'est de l'expliquer un petit peu. Donc cette partie-là va être revue. Et puis on a eu des retours des joueurs qui nous ont donné un petit peu leurs retours et tout ça. Donc on va s'appuyer leurs idées et on va s'appuyer et prendre leurs idées pour relancer cette machinerie qui est vraiment sympa. On a eu un retour par contre un petit poil négatif sur les pancartes. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, ou si vous regardez la vidéo que vous êtes curieux et que vous n'avez pas fait partie du jeu, on a mis des pancartes à l'autre extrémité du terrain. Donc il y avait une carte et on pouvait y aller. Ça symbolisait des hameaux et des villages à cet endroit-là, sur lesquels on placardait des petits papiers jaunes au fur et à mesure de l'événement, et comme quoi ils pouvaient soit manger à une taverne pour récupérer des trucs, soit le marchand pouvait aller passer commande et revenir plus tard récupérer sa commande. Il y a des papiers jaunes qui donnaient des indices pour les enquêteurs et les arpenteurs et j'en passe. Et du coup, cette partie-là a été un peu moins appréciée car elle était vraiment statique. Il n'y avait pas de décorum, rien du tout. Ça, on le sait, on nous l'a dit. Et on nous a même dit d'y mettre des PNJ. Honnêtement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le budget était très serré. Parce que notre timing et notre santé physique et mentale étaient très serrés aussi. Impossible pour nous d'y emmener un décorum là-bas. Et comme je vous l'ai dit juste avant, les PNJ, on n'en avait pas assez. Donc si c'est pour mettre quelqu'un à heure fixe, parce que j'ai bien une idée qu'on n'est pas salaud pour mettre quelqu'un toute la journée là-bas, voilà, tout ça mis bout à bout et on n'a pas le budget de Disneyland. Donc du coup, on se retrouvait avec des panneaux un peu statiques. Ça fait partie du jeu, comme beaucoup de choses, ça fait partie du truc. C'est pas grave en fait. Ça sera amélioré d'une façon ou d'une autre. Après, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est motivé pour créer des décorums comme ça et venir et soulager un peu l'organisation, moi je suis super d'accord et on est tous super ouverts pour ça. Pour nous, on continuera pour l'instant à faire ça tant qu'on n'aura pas mieux et on ne cherchera pas forcément à avoir mieux directement parce que c'est pas une priorité. Mais parce qu'il faut du monde et du monde compétent aussi pour ça et on n'a pas forcément envie de faire du bâclé. Vous commencez à nous connaître quand vous voyez ce qu'on a mis en jeu pour ce petit événement là quoi. Du coup les problématiques donc venaient au niveau des papiers jaunes, du manquement, mais aussi au niveau des ressources. On a fait exprès d'y aller mollo avec les ressources en jeu, parce que comme on le disait, ce n'était pas un GN de marchand, oh, beau lapsus. Ce n'était pas un GN de chasseur-cueilleur, je pensais aux marchands, mais c'était un GN de marchand et d'interaction. Et du coup, il y a eu des trucs comme quoi, par exemple, il y a des joueurs j'ai vu qui m'ont ramené ça en me disant, bah, à la fin du jeu, en me disant, mais j'ai ramassé ça, mais je sais pas ce que c'était. Et là, les problématiques, elles viennent du joueur et pas des orgas qui mettent pas assez de ressources. Même si possiblement à des endroits il n'y en a pas eu assez, mais ça on ne pourra jamais rien sur le fait qu'il y a des fois il y a des joueurs ils viennent tout rafler. Il y a des joueurs aussi qui lisent un peu de travers les règles, donc c'est pour ça que, pour continuer dans la transparence, on va faire un résumé de règles comme on avait fait sur les casons, mais on n'a pas eu le temps de le faire cette année, où on va noter tous les points forts des règles et des choses à éviter pour éviter de polluer le jeu d'un autre, le diminuer du fait qu'on enlève des ressources or qu'on ne connaît pas. Il faut vraiment partir du principe que vous, en tant que joueur, si vous ne connaissez pas, vous ne ramassez pas, et pire encore, si se met à la place de son personnage, bien distinguer joueur-personnage, et si votre personnage ne connaît pas, il ne ramasse pas. Je vous donne un exemple, le joueur ne connaissait pas ça. Donc le joueur, et en plus son personnage, du coup, ne connaissait pas ça. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de livret d'herboriste. Ça, c'est une ressource de plante. D'ailleurs, qui sera améliorée pour l'opus 2, qui aura plus la tronche d'une plante. Et donc, avec la mécanique des points et des traits dessus, le joueur il ne ramasse pas. Admettons que le joueur a été herboriste cette année, l'année prochaine il sera autre chose, il croise ses ressources, il sait ce que c'est. Mais son personnage ne le sait pas, donc il ne ramasse pas non plus. On part du principe qu'une ressource de plante, une plante parmi des milliards de plantes dans la forêt dans laquelle il est, on ne va pas ramasser n'importe quoi, même si on peut connaître que le plantain est comestible ou les orties sont comestibles.
d'une façon ou d'une autre, son personnage n'a pas le savoir-faire pour faire ça, parce qu'il y a des plantes toxiques et des plantes comestibles. Donc, puis c'est le jeu d'un autre joueur, donc c'est con de ramasser tout ça. Je suis en train de noter, j'ouvre juste une petite parenthèse, on avait oublié aussi pour les points et les têtes de mort par rapport à vos fiches de personnages qui ont été oubliés en grande partie. Il y en avait quelques-uns de posés, mais ça a été très léger parce qu'on a eu très peu de retours sur les fiches de personnages. Donc certains joueurs, ça n'a pas été dans nos priorités en gros de poser ça dessus. Donc du coup, je reviens excusez-moi de la parenthèse un peu brutale, je reviens à l'idée de ressources. On va du coup ouvrir un document sur les possibilités de jeu. En fait, ça va être le gros point fort, la priorité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit bah c'est bien, il y a des ressources, j'ai pas de jeu. En plus, vous appuyez pas trop sur les ou pas du tout sur les BG. Ça, j'expliquerai un peu plus tard tout à l'heure. Je vais essayer d'aller très vite quand même parce que je suis déjà à 15 minutes. On va mettre en ligne des possibilités de jeu. Pourquoi? Parce que on a mis et on en mettra encore plus dans l'avenir plein de ressources en jeu, mais sans vraiment expliquer en fait. C'est un grand bac à sable, chacun en fait ce qu'il veut en fait, et on pouvait très bien en faire ce qu'on voulait, des ressources, inventer des choses si on manquait de jeu. Et du coup, ça n'a pas trop matché parce que certains n'ont peut-être pas l'imaginaire ont besoin d'être un peu guidés. Puis d'autres n'ont pas osé parce que peut-être pour éviter de pourrir le jeu. Mais pourtant, il y avait beaucoup de ressources et ça, on le mettra en jeu en ligne, pardon, pour vous donner plein d'idées sur les possibilités de jeu. Je peux vous donner plein d'exemples, j'ai pas tout là, mais il y avait des fourrures, des ressources de fourrure. Il y avait de la ficelle, bon, il y en a beaucoup qui ont pété leur arc, qu'on puisse s'en apercevoir. Et des ressources alchimiques, ça c'est de l'or, ça c'est de l'argent, il y en avait d'autres. Ressources transmutées, donc ça c'est plus compliqué à trouver. Bon, il y avait les lunaires en 5 et 1 lunaire, les pièces de lunaire, bon, ça tout le monde je crois qui a compris, hein, le pognon avant tout. Il y avait les ressources de bois, les ressources animales, il y avait des ressources qui servaient à rien quand on tombait des cibles, désolé les arpenteurs. Ça, c'est des ressources de nourriture qu'on pouvait trouver sur des possibles brigands. Donc, ça donnait une quantité de nourriture pour sa subsistance de la journée. Les ressources de plantes, comme je vous ai montré. On a les ressources de fer avec marqué fer dessus. On avait du charbon aussi, tiens. Et puis, les conneries dans genre cadenas et tout ça. Et puis, j'ai d'autres trucs, les papiers jaunes qu'on pouvait avoir en forêt ou autre. Mais il y a des trucs qui n'ont pas forcément matché parce que, par exemple, quelqu'un est venu me dire j'ai récolté plein de bois, mais je savais pas quoi en foutre en fait. Donc, il attendait quelque part le jeu. Donc, la personne a récolté déjà plein de bois. Elle avait au moins une dizaine de bois, ce qui n'est pas logique parce que si vous voyez là, il y a le niveau d'encombrement. Et normalement, par besace, on peut transporter que 5 d'encombrement. Donc là, par exemple, vous voyez, la ressource de plante, elle avait 1,5. C'est impossible d'en transporter à plus de 4, plus de 3, pardon, autant pour moi. Donc elle pouvait très bien en transporter à 3 de ça, ce qui faisait 3 fois 1, ça fait 4,5. Non, c'était pas possible, je vous disais une bêtise. Donc 2 de ça et 1 de ça, et sa besace était pleine, quoi. Et donc, on va faire un résumé et une explication parce que la personne m'a dit je ne savais pas quoi en faire. Avec une ressource de bois, je crois que c'est une des ressources, un liant pour beaucoup de choses. Parce que pour les choses basiques, pour cuire sa nourriture, pour alimenter sa forge, pour alimenter son feu, pour renforcer des portes, pour réparer des objets, des portes aussi cassées ou des choses comme ça. Et une chose toute bête, par exemple, que les joueurs pouvaient faire, qui n'était pas notée, je vous l'accorde, mais qui pouvait être inventée par les joueurs, c'est de récolter suffisamment de bois pour faire le feu. Alors, quelle quantité de bois? C'est aux joueurs de doser. Bon, là, on donnera des exemples pour améliorer un petit peu plus le process, mais admettons, le joueur dit, on va dire 5, allez tiens, dans ma besace, ça me fera 2 tours, 6 ou 7 morceaux de bois pour faire un feu. Et qu'est-ce que je fais? Je vais rester à une bonne demi-heure devant mon feu, là, qui est sympa, et ça me redonnera un point de morale parce qu'il fait froid. Voilà comment une possibilité de gagner un point de morale, par exemple, ou d'aller en vendre, ou d'en donner, par exemple, d'en donner à un PNJ, le forgeron aura été content, et vous auriez gagné un point de morale, des choses dans ce genre-là. On va faire tout un grand listing par rapport à ça.
Et puis, ça vous donnera des idées. Si par exemple mon coffre est pété parce qu'il a été fracturé, il faut une ressource de fer, une ressource de bois, et puis en avant roule. Ça permettait pour ceux qui avaient moins de jeux, comme la phase de subsistance, que j'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure parce qu'on nous a demandé des choses, de se créer du jeu quelque part. Bon, il y en a qui osent pas, qui n'ont pas l'imaginaire pour ça, donc on mettra ça en ligne. Ça, c'est vraiment la grosse partie ultra importante. Je vais très vite pour l'histoire. Alors, l'histoire, la grande ligne directrice du truc, c'est le village d'Elosme est un village de dark fantasy à l'ambiance viking nordique. C'est le trou du cul du monde, juste à l'orée d'une grande forêt primaire, des étendues sauvages, avec donc une grande forêt bien dense, avec des endroits, des clairières dégagées par moment, des roches, des petites montagnes et des choses comme ça, où se cachent des créatures, toute une biodiversité fantastique, et au moins une créature légendaire, pour le coup, qu'on a pu repérer, qui c'était le charognard. Et donc du coup c'est le dernier bastion, c'est le dernier point où on peut se restaurer, se réchauffer, préparer ses affaires pour affronter ces contrées sauvages. Et du coup là il y a un groupe de guerriers qui est arrivé, comme bon nombre de groupes de guerriers, qui ne sont jamais revenus. Et là ce groupe de guerriers est parti et a traqué la créature, le charognard, pendant plusieurs jours. Et un jour a réussi on mettra le document en ligne pour que vous compreniez un petit peu plus, je vais le faire rapide, a réussi à trouver le charognard, à le tuer et à revenir à Elos. Ça c'est la version qu'ils avaient eux. La vraie version, c'est qu'il y avait deux félons qui appartenaient à un groupe d'Anti. Alors les Anti, ce sont les L214 de l'univers de Lunaria, ce sont ceux qui font tout pour saboter les chasses aux monstres. Et donc du coup, il y avait deux félons qui faisaient partie de ce groupe, qui sont venus foutre le bordel, qui ont balancé une bombe avec des particules qui possédaient des particules alchimiques, pardon. Et ces particules ont fait que ça a chassé la créature et ont créé une illusion au niveau des chasseurs sur place. Donc petite parenthèse sur l'alchimie, il n'y a pas de magie dans Lunaria, mais l'alchimie arrive à tirer parti des éléments, à tirer l'énergie et à créer des choses qui pourraient être apparentées à de la magie, comme on peut tirer des choses, les particularités positives ou négatives d'une plante pour faire des onguents, des potions, et j'en passe, ou du sel rouge. L'alchimie sert à ça, et donc à créer une illusion au niveau des guerriers, je prends ça, et du coup les guerriers ont cru sur un tronc d'arbre arracher une griffe de la créature, et donc sont revenus au village avec ça. L'illusion était pour tout le monde, donc tout le monde voyait une griffe en fait, mais en fait c'était un morceau de bois qu'ils avaient entre les mains, et qui pouvait plus ou moins apparaître de façon un peu bizarre dans le jeu. Pour certains joueurs, ça a apparu et ça les a choqués un petit peu. Nous, de notre côté, on avait cette griffe-là, et la possibilité, en fait, il y avait deux griffes. La possibilité, quand les alchimistes voulaient analyser cette griffe, en fait, leur filer celle-ci en faisant un time freeze, qui a une particule alchimique, je vais y arriver, de noter dessus pour qu'ils puissent comprendre quel pouvoir dégageait et quelles problématiques ils avaient dans leurs mains. Ça n'a pas été mis directement comme ça pour éviter d'avoir un problème méta au niveau des joueurs qui disent il y a un truc dessus. On a préféré user d'une mécanique de time freeze où les joueurs s'arrêtent de jouer et ferment les yeux, et on échange ça. Ça coupe un peu le jeu, mais la mécanique était sympa. Et donc les guerriers sont revenus au village, attendre, donc se reposer, parce qu'ils sont revenus blessés physiquement et moralement, avec des niveaux bien bas, et ils sont revenus se requinquer pour repartir après dans leur contrée, ou possiblement aller à la cité d'Eliès pour prétendre au titre de grand champion. Et là ils sont déjà dans un premier temps reposés, devaient se reposer. C'est d'ailleurs un peu pour ça que certains guerriers ont trouvé un peu le temps long, parce que nous on est parti du principe que les guerriers étaient là pour se reposer, et comme on va toujours dans une mécanique de réalité immersive, pour moi les guerriers n'avaient rien d'autre à faire que se reposer quelque part dans le campement.
C'est pour ça qu'ils ont ressenti un peu moins de jeu en début d'après-midi, c'était voulu. Et ça, on a eu des retours de guerriers, c'est pour ça que je me permets de le préciser, parce que leur rôle dans l'histoire était comme ça en fait. Désolé pour vous, mais c'était ainsi que ça devait se passer. Ça ne les empêchait pas après de trouver du jeu à droite à gauche, peut-être moins que les autres, certes, mais c'était comme ça qu'on a écrit l'histoire. De l'autre côté, on avait une taverne dirigée par la tavernière qui est le chef des Anti, avec deux trois personnages qui a fomenté des coups et qui a appris avec tristesse que les guerriers revenaient et on devait tout essayer pour refoutre des bâtons dans les roues des guerriers. Il y a un truc que personne n'a su en termes de personnages, hein, c'est que en fait les guerriers se sont fait traquer par la créature qui s'est barrée à un moment et en fait tout le reste du jeu. Et c'est là que ça a possiblement merdé un petit peu, c'est que les enquêteurs, mais surtout les arpenteurs, auraient pu savoir qu'il y a une créature qui rôdait dans les environs et que en allant sur les pancartes tout au fond du terrain, ça c'est sûr, il y en avait, ils pouvaient voir qu'il y a des familles qui ont été attaquées par une créature. Et là, du coup, les guerriers ont été traqués par la créature, ce qui a fait que la créature, donc le joli charognard qui est arrivé à la fin du jeu, j'ouvre juste encore une parenthèse, ça c'est un masque que j'ai peint, mais c'est pas moi qui l'ai créé, celui-ci, je l'ai acheté, je mettrai le lien pour ceux qui le veulent, je leur filerai le lien. Un créateur en Hollande qui vend des masques à un prix tout à fait raisonnable, mais surtout qui sont ultra top. Et du coup, moi je me suis régalé à la peindre, je mettrai des photos aussi sur le Discord. Et du coup, ce charognard a attaqué à la fin. On nous a demandé pourquoi, au niveau du jeu, pourquoi le charognard est à la fin. Bah, pour donner déjà un côté épique au jeu, c'était sympa, mais aussi parce qu'il a pisté les joueurs et puis il a été attiré par une deuxième créature qui était en toile de fond sur une autre histoire. Et du coup, c'est un Glooby Boulga qui a fait que la créature est apparue à ce moment-là en pistant les guerriers dans l'histoire. Vous aviez donc notre Mayor qui était en manque de sel rouge. Je fais une petite aparté pour vous dire que le sel rouge, on nous a demandé aussi le sel rouge que c'était. Le sel rouge, on découvrira au fur et à mesure des événements toutes les possibilités qu'on peut faire avec. Même nous, en tant qu'orga, pour être honnête, on n'a pas encore en tête toutes les possibilités. On sait surtout que c'est un gros psychotrope et il y en a des accros comme des drogués pour de la cocaïne ou autre. Le sel rouge qui est très très rare et très très cher permet aussi de faire un liant, un booster pour beaucoup de choses en alchimie. Pour d'autres, j'ai pas tout en tête, j'ai pas tous les documents en tête, mais à la manière un peu des épices dans Dune qu'on est très fan. Le sel rouge, c'est un petit clin d'œil, mais on l'a tourné dans le sens que ça nous ouvre des portes sur beaucoup de choses et qu'on découvrira, surtout sur la partie alchimiste, qui est vraiment sympa et qui sera développée au fur et à mesure du jeu. Les alchimistes ont pu voir un petit peu ce qui a pu être mis en place. Donc vous voyez, ils avaient des ressources comme ça, classiques, mais en fait, ils avaient une mécanique un peu comme l'herboristerie avec des symboles alchimistes. Et donc ça, on mettra les livrets aussi en ligne pour expliquer... ah ben je vous l'ai pas dit ça, il me semble pas en fait en toute transparence on mettra les livrets en ligne sur le site internet, donc les livrets d'explication de rôle, parce que certains joueurs sont arrivés un petit peu déçus sur le fait que c'était flou pour eux en fait les savoir-faire, et du coup on mettra en ligne tout ça, alors avec quelques parties effacées pour pas que ça soit la fête n'importe quoi, et par exemple pour l'herboristerie tout le monde puisse décoder les plantes toxiques des plantes, enfin voilà, plus décoder la mécanique de l'herboriste, ça on l'enlèvera. Ça n'empêche pas que des joueurs de l'année précédente on la connaissent et tout ça, mais ça c'est basé sur du fair play. Et ça on peut pas faire aller contre, mais au moins l'explication un petit peu de tout ça et l'alchimie, l'explication elle est sympa et ça peut donner envie, ou ça peut calmer des joueurs en disant ah, j'ai envie d'être alchimiste, mais en fait en lisant le truc ça me plaît pas du tout, c'est trop compliqué. Donc voilà, en toute transparence aussi, on va mettre, pas on essaiera, de mettre en ligne tous ces livrets sur le site internet, quoi. Donc voilà, c'était pour la partie au niveau de tout ça. L'histoire, il restait
juste la partie avec le croque-funeste. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les petites histoires parce qu'il y a eu des meurtres à droite à gauche avant et pendant le jeu. Il y avait juste une grosse histoire que vous avez pu voir, c'était la partie avec le croque-funeste. Le croque-funeste est ce qu'on appelle un knabu. Je vous invite à aller voir dans le compendium qui est en lien sur le site internet, qui explique un petit peu toutes les peuplades et tout ça. Les knabus ou les répugnés, en fait, ce sont des personnes qui sont des esclaves, des créatures d'une façon ou d'une autre, soit par folie, soit par religion, ou soit pareil, quelqu'un qui est drogué en fait d'une substance que peut sécréter la créature d'une façon ou d'une autre. Avec Arthur, on avait bossé sur le fait qu'il avait proposé l'idée que la créature, en fait, il était carrément dépendant de la créature et qu'elle sécrétait, on avait vu ensemble pour qu'en fait, elle sécrète quelque chose. Donc lui, le croque-funeste qu'il était, emmenait un cadavre, elle dévorait le cadavre et sur les restes, il y avait toujours une espèce de substance qu'on ne savait pas trop ce que c'était, si c'était une salive ou autre. Et cette salive, en fait, cette substance, donnait la possibilité d'être à la limite de la vie, en fait. Arthur avait un personnage avec peu d'endurance et peu de morale et est un serviteur de cette créature et a proposé. Et l'idée qui était vraiment sympa, c'était les joueurs qui venaient de mourir, lui, comme il traitait les corps pour après aller les enterrer comme un bon croque-funeste qu'il était, proposait aux joueurs, soit il avait la possibilité de repoper dans un autre personnage et son personnage était mort, soit de revivre, de revenir à la vie avec un très peu d'endurance et très peu de morale, et d'être une espèce de ghoul comme il était, en fait, c'est pas un mort-vivant, c'est pas un zombie, parce qu'il revenait dans leur personnage, mais un peu affaibli, beaucoup affaibli, et avait une espèce de vouer un culte, en fait, à cette créature. Donc la créature, je peux vous la montrer, parce que son frère, Baptiste, nous a prêté un super costume qu'il a fait, donc c'était une espèce de gros scarabée. Le reste du costume là-bas est derrière. Avec une belle enceinte de placer ici, ça donnait en pleine nuit, ça donnait quelque chose de vraiment ultra top. Et cette créature, en fait, s'est fait bouffer à un moment par le charognard. Donc à la fin du jeu, des joueurs ont pu trouver les restes de cette créature et la créature, le charognard sur place. Donc il y a eu une première apparition du charognard. Puis après, à la fin. Voilà en gros l'idée du jeu. L'idée c'était de faire monter crescendo la pression et le jeu. Donc c'est normal qu'il y a eu aussi un début un petit peu. Puis de toute façon dans tous les GN les débuts sont un peu lents. Et puis il y a le temps que certains récupèrent des ressources et des trucs comme ça. Ça aussi on y fera gaffe la prochaine fois pour que les joueurs commencent avec des ressources en fonction de leur personnage, qu'on listera bien tout ça. Voilà pour l'histoire, ça on arrive sur les BG, on nous a reproché, on l'a pas mal pris, hein, vous inquiétez pas. Au niveau des BG, je voulais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Oui, on s'est pas beaucoup appuyé sur les BG, mais non, on les a tous lus. Pour certains qui croyaient qu'on les avait pas lus, ou tout au moins survolés, on les a légèrement survolés. Non, on les a tous lus, on est 3 gros lecteurs, donc on aime bien, et puis c'est cool de voir son univers prendre vie, et les joueurs s'appuyer sur ce qu'on a créé pour créer leur personnage, et puis en plus eux ils créent des choses derrière et l'univers prend un x10 en un clin d'œil, c'est ultra top. La problématique c'est qu'on a eu une charge de travail énorme. Alors ça c'est le premier point, une charge de travail énorme, ce qui ne nous permettait pas de prendre le temps de s'appuyer pour créer des choses par rapport à ce que les joueurs nous ont donné. Donc ça, ce qui veut dire par exemple possiblement la personne qui est venue au village pour rechercher son père disparu, eh ben, ça nous demandait de créer un PNJ ou tout au moins une histoire là-dessus. Donc ça crée de l'interaction et des choses à donner aux autres joueurs. Et donc du coup ça nous créait beaucoup de jeux par rapport à ce qui a été mis en place. Deuxièmement, parce qu'on a reçu plein de BG à 3 semaines, même des fois 15 jours de l'événement. Et là j'avoue c'est une charge cognitive énorme. Déjà qu'on avait beaucoup de choses à finir, on s'était déjà mis beaucoup sur les épaules, là c'était impossible pour nous. Et puis surtout, c'est pas dans notre vision de jeu. On crache pas dessus, hein, il n'y a aucun problème, et je pense que dans les événements 3, 4 et 5, peut-être un peu plus le 2, mais surtout 3, 4 et 5, on s'appuiera un peu plus sur les BG. Mais
Comme on veut faire un événement qui va toucher 100 joueurs, possiblement 150 joueurs, ça serait ultra top, mais nous, on restera cantonné pour l'instant à pas plus de 100 joueurs. Ça fait quand même au minimum 90 BG de joueurs à faire en interaction. C'est un travail lourd. C'est ce qui demandera à être fait en 2-3 ans. Et nous, c'est pas ce qu'on a envie. C'est pas la vision de jeu qu'on veut. Et c'est surtout, on essaye de s'enlever cette charge sur les épaules. Alors, si un jour on trouve 2-3 orgas qui sont prêts à faire ça, on ne sera pas à cracher dessus. Mais nous, notre vision du jeu, c'est de créer un univers. Alors, on a eu beaucoup de retours, donc ça, là-dessus, ça a matché. Beaucoup de retours comme quoi l'univers permet beaucoup de choses. Et oui, il va permettre beaucoup de choses. Et pendant longtemps, il est très fertile. Donc, c'est vraiment sympa. Et on a encore plein de trucs dans les cartons qu'on vous mettra en ligne aussi. Et de l'autre côté, nous, l'idée, c'est de créer des mécaniques qui interagissent avec 3 ou 4 autres mécaniques. Donc vous voyez la multiplication des possibilités, plus les possibilités au niveau des ressources, mais il n'y aura pas que ça, il y aura des possibilités au niveau des histoires et tout ça qu'on mettra en ligne pour que le joueur fasse son petit michoui là-dedans. Et donc du coup voilà notre vision de jeu au niveau des BG. Désolé si pour certains c'est ce qu'ils affectionnent et c'est ce qu'ils retrouvent dans d'autres GN. Nous, pour nous, c'est pas trop notre truc pour le moment en tout cas. Et ça en découle sur aussi les objectifs. Il y a certains joueurs qui ont commencé, a priori pas mal, ont commencé le jeu en étant perdus parce qu'ils n'avaient pas d'objectif de début de jeu. C'est normal parce que nous, pareil, on ne met pas d'objectif de début de jeu. On a eu des mauvaises expériences où on l'a fait, on a scripté le jeu et c'était vraiment un jeu train fantôme. Et nous, on part vraiment sur un jeu bac à sable. Et les objectifs de jeu ont tendance à trop scripter le joueur, à lui donner un truc un peu, je ne vais pas dire un syndrome de Lara Croft, mais vraiment un truc dans la tête qui doit suivre. Et pour nous, c'est pas gagnant. Mais comme je vous parlais de transparence et de possibilités de jeu, là-dessus, on mettra en ligne aussi des possibilités d'objectifs pour ceux qui ont du mal à imaginer des objectifs au niveau de leur personnage, même si pour nous, on imagine qu'avec l'univers, les mécaniques, le savoir-faire et l'histoire du jeu en temps réel, pour nous, ça permet déjà au joueur de créer son truc. Et si vraiment il n'a pas de jeu, il ne sait pas où aller, au moins il a des parties comme la subsistance qui lui permet de faire des choses en second plan, en se disant bon, au moins je dois aller bouffer, je vais aller chercher des ressources ou je vais aller à la taverne, tanner des trucs, rencontrer des gens ou des choses comme ça. Possiblement des joueurs ont besoin d'objectifs, on en mettra plein de possibilités d'objectifs, ce qui permettra au joueur de créer son truc et dans tout ça, nous proposer des choses. Et ce qui sera fait, et ce qui sera dit, c'est que ça n'empêchera pas aux joueurs de créer un BG, bien au contraire, il le faut, ça donne l'idée et l'envie, comme on nous a dit, aux joueurs, d'être la sensation d'être tissé dans la toile de l'univers, mais de créer le BG, et puis de mettre un résumé en dessous de BG avec les grandes lignes, et ce que le joueur souhaite, et les objectifs qu'il souhaite. Et ça, on reçoit ça avec sa fiche de personnage. Donc ça nous évite d'analyser pour certains BG qui étaient de 3 pages. Imaginez 3 pages, si tout le monde fait comme ça, on se retrouve pour un jeu comme le nôtre à 40 joueurs, on se retrouve à 120 pages à analyser et à créer des interactions. Là, il y a de quoi avoir la soupière qui éclate. Là, du coup, ça nous permettra d'avoir des choses un petit peu plus ciblées, précises, 2-3 trucs, et nous, on balance ça dans la toile, on peut faire matcher avec d'autres. Et ça, c'est cool, surtout qu'on est en train de revoir comment améliorer la fiche de personnage dans le sens de remplir. Est-ce qu'il n'y a pas une version en ligne? Comme ça, nous, on pourrait recevoir directement les informations. Parce que de ce côté-là aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ne nous ont pas envoyé leur fiche de personnage et qui avaient des trucs sympas dessus qu'on aurait pu prévoir, comme les assassins ou des choses comme ça. Et comme on n'a pas reçu, nous, ça n'a pas été dans l'ordre des priorités. Donc voilà l'idée un petit peu du jeu et nous, notre vision de jeu et sur quoi on veut l'emmener, comment on procède en gros sur le truc. On nous a parlé aussi du temps du week-end, que a priori ça a bien matché quand même le temps du samedi, que ça commence en fin de matinée et que ça termine le dimanche le midi. Ça a pu permettre un jeu assez pulp, assez épique et intense, même si par moment pour certains c'était un peu creux, ce qui fait partie du jeu aussi, hein. Il ne faut pas s'inquiéter quand son jeu il est creux.
Ce qu'on a retenu, c'est que on va garder ce format-là pour le moment, même si c'est vrai qu'un jeu qui commence le vendredi soir, ça peut être sympa. Mais pour certains qui travaillent la semaine et qui arrivent le vendredi soir et qui veulent se poser tranquillement avant de commencer le jeu le samedi matin, ça permet de souffler un peu. Alors il y a la possibilité qu'il y a des petits jeux qui peuvent se créer sans impacter pour les autres. Pour ceux qui le souhaitent et qui arrivent le vendredi, on verra plus sur l'opus 3 et le 4 et les autres. S'il y a une possibilité là-dessus, ça on n'est pas sûr. Ce qui est sûr et ce qui en découle de tout ça, c'est que on ne pourra pas enlever à des orgas de faire des erreurs sur des manquements de papier jaune, de ressources et tout ça. Dans l'autre sens, et ça on s'en excuse, tiens j'avais oublié, il y avait les ressources de flotte aussi, et puis des ressources, alors ça c'était de l'eau distillée, tu viens de les voir à l'instant, l'eau distillée, la ressource de flotte, les ressources de flotte qu'on laisse sur place, et ça c'était du phosphore qui servait aussi, enfin bref. Voilà, il y a plein d'autres ressources, je viens de les voir à l'instant, désolé pour cette, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que au niveau des joueurs, il y a un truc qui est important et qui peut servir pour tous les GN, c'est que si vous avez un moment de creux, si vous avez un doute, si dans votre savoir-faire vous devez avoir des papiers jaunes et vous ne les trouvez pas et ça commence à être chiant, allez voir les orgas et n'hésitez pas à aller les voir, leur dire là j'ai un moment de creux, c'est normal au niveau de mon personnage, tant pis ça casse l'immersion mais ça évite de repartir avec un goût de trop peu, de se dire putain les autres ils sont éclatés et puis moi je me suis emmerdé. Et pour certains, j'aurais dit, ouais, ça fait partie de votre perso, d'avoir ce moment de creux à ce moment-là. Moi, j'ai déjà passé un GN en tant que joueur à rien foutre qu'à écrire dans un GN et puis ça peut paraître creux et en fait non, c'est délirant parce qu'on fait partie d'un tout. Et du coup, ou alors le joueur qui me dit ça, puis qui nous dit ça, puis on lui dit, non, toi tu dois avoir ça normalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui va me dire, je trouve pas de papier jaune, comment ça se fait? Ah mais merde, on a oublié de les mettre, comme si c'est arrivé, ou des ressources, putain, on en a pas mis assez. Nous, ça nous permet, en toile de fond, on adore ça, en plus de rééquilibrer le jeu, de faire en fonction des joueurs ce qu'ils font, ce qu'on a fait tout le week-end, et c'était... l'adrénaline était à fond, c'était trop cool. Nous, ça nous permet de rééquilibrer et de vous redonner du jeu aux besoins. Donc il faut vraiment pas hésiter si vous avez des moments... ou de dire non là c'est pas bien, là ça me convient pas, c'est pas ce qui était vendu ou ceci cela non, j'ai 3 milliards d'exemples en tête. Ce qui en découle c'est aller voir les organes, il n'y a aucun problème là-dessus, nous on refera en fonction sur l'instant, et même si c'est le dimanche matin qui reste 5 heures de jeu ou 4 heures de jeu, il y a toujours moyen de s'éclater, de trouver un bon compromis, parce que quand on lit ça on se dit merde putain, le joueur il a pas osé, il a vu qu'il y avait trop de monde qui nous alpaguait, où on n'était pas là. Non, n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça, c'est notre job, c'est nos envies, et puis nous on kiffe, hein, honnêtement. Honnêtement, on kiffe. Hormis tout ça, on a eu vraiment des super bons retours et les joueurs ont été plus qu'adorables. Même on a demandé aux proprios si pour eux il n'y a pas eu de bordel ou quoi que ce soit. Ils nous ont dit que les joueurs ont été super cool. En plus, on a eu la chance d'avoir 2 chevaux qui sont venus donner de la profondeur à l'univers. Ce qui fait que l'année prochaine, ils seront de retour. Les proprios ont des amis qui ont des chevaux aussi, qui seront de retour, qui seront de bienvenus aussi, donc ils vont être là. Et puis avec les proprios, ils ont vu la gentillesse de tout le monde, l'amusement, et puis le sérieux, et puis tout le matos qu'on a mis en branle et que les joueurs ont, et surtout les costumes magnifiques que vous avez. Et pour eux, ça les a boostés, et on est en train de voir, et on verra, on va faire une réunion en fin d'année pour améliorer un petit poil le site et nous donner des super possibilités sur d'autres trucs, donc améliorer le parking et tout ça, pour ouvrir la partie parking, l'ouvrir en jeu, parce que c'est vrai que ça cassait un peu quand on voulait redescendre en contrebas, la petite partie de parking là, et puis de toute façon on était limité à cette partie là. Donc voilà, ça ouvre que du bon, et ce que nous on a commencé à faire germer il y a quelques années avec Ekazon, on voit que ça matche beaucoup dans nos jeux, et c'est super. Alors pour certains, ils ne sont pas contents parce que, et là ça va terminer là-dessus, c'est sur la fiche de personnage, mais voilà, et certains n'ont pas l'habitude, c'est pas leur style de jeu et tout ça, mais comme beaucoup de jeux sans règles, ou de jeux d'émeules ou à bataille, ou aux diplomaties, voilà, des murder parties, ça correspond à certains et pas à d'autres. Nous, c'est notre vision de jeu. Je viens de répondre un petit peu au retour que vous aviez. Certains avaient des questions, ont eu des questions auxquelles je viens de répondre, et il doit y en avoir sûrement d'autres. Et on fera sûrement des vidéos pour continuer à expliquer l'univers et tout ça.
mais vous avez au moins notre vision de jeu là-dessus. Et la principale, c'est au niveau de la fiche de personnage. On a eu quelques retours qui disaient que c'était compliqué pour eux, pour certains. Pour être honnête, on ne changera pas la fiche de personnage. Enfin, j'arrive à la fin. La fiche de personnage, pour nous, a très très bien matché parce qu'elle a été créée pour faire ressentir aux joueurs son personnage. Déjà, en un visuel, de lire comment est son personnage, de savoir s'il est chétif, fort, intrangeant et entrangeant et tout ça. Enfin, moi, j'ai pas tout en tête et je passe là-dessus. Et en plus, ça permet aux joueurs de ressentir directement les possibilités de son perso et l'état dans lequel il est actuellement, que ce soit dans la partie donc capacité, mais l'état actuel, c'est dans la partie endurance et morale qui a super bien matché parce que l'endurance, c'est un peu, certains y voient les points de vie, que pour nous, les points de vie, ça n'existe pas, on n'a tous qu'une seule vie. C'est plus l'endurance qui permet indirectement d'avoir des points de vie, mais surtout d'avoir un aspect fatigue. Donc moins on avait d'endurance, plus on était fatigué, et plus on pouvait aller vers une mort possible. Ce qui n'a pas été mis en jeu, et ce qui serait mis en jeu, c'est des possibles blessures qui peuvent, enfin si, il y en a qui ont été mis en jeu, mais indirectement, mais des blessures qui peuvent vraiment impacter l'endurance. Enfin, tout au moins, ce qu'on a mis en jeu sera un peu plus amélioré parce qu'il y avait des possibilités de poison, de trucs comme ça, qui par heure faisaient baisser votre endurance. Et la partie que moi je trouve vraiment ultra bien, c'est la partie morale qui joue sur le moral. Vous avez pu le voir avec la Mayor qui a eu le moral qui baissait au fur et à mesure du jeu parce qu'elle n'avait pas son sel rouge. Et ben ça joue sur votre roleplay et la sensation que votre personnage tombe dans un état dépressif et qu'il faut tout faire pour, comme dans la vie réelle, quand vous êtes fatigué, vous essayez de remonter votre niveau parce que vous avez la dalle, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez pas dormi, enfin bref, je me perds dans mes explications. Ben, le moral, c'est la même chose, parce que quand on n'est pas bien psychologiquement, ben, ça fait du bien d'aller écouter une chanson avec un bar, d'aller boire un verre dans la taverne, d'aller se faire une joute avec les potes, aller se promener dans la nature ou trouver quelque chose. Il y avait par exemple en papier jaune, et ça je suis sûr qu'il y était, vous pouviez trouver un papier jaune qui disait, ben là vous venez de vous remémorer quelque chose de votre enfance en fonction de l'endroit où vous étiez, c'était soit une plante, un arbre ou un truc comme ça, qui vous donnait un bon souvenir et ça vous faisait remonter le moral de 1. Et donc ça vous crée une petite histoire et que vous pouvez très bien étoffer après pour votre BG, votre histoire de personnage dans le jeu en revenant en disant bah tiens je me suis souvenu, j'avais un pote quand j'étais petit, on prenait souvent le même chemin et du coup le chemin là tout à l'heure ça m'a fait penser à cette histoire, ça m'a fait remonter d'un point de morale. Tout ça dans le fair play bien sûr, et pas en abuser et que ça soit réfléchi, mais on sera jamais en regardant là-dessus et on n'handicapera jamais l'imaginaire, bien au contraire, c'est vraiment le but de ce jeu-là. Et voilà, on en vient à la fin de la vidéo et tout ce que vous avez pu voir pendant le jeu, pu connaître aussi, je vous l'ai expliqué, je suis en train de regarder si j'ai oublié quelque chose, non. Il y a juste un truc qui m'a fait un peu sourire, c'est que sur les retours en questionnaire, parce qu'il y a une partie où les joueurs peuvent donner leurs ressources et tout ce qu'ils avaient en poche pour leur possible personnage au niveau la deuxième édition. Et bien là, du coup, il y en a beaucoup qui ont parlé du coffre du Mayor qui l'avait volé. Mais c'est drôle parce qu'il n'y avait qu'un seul coffre et il y en a plusieurs. Alors je sais pas s'ils se l'ont partagé à plusieurs ou quoi que ce soit, mais il y avait un gros magot oui, à prendre chez la Mayor. Il était protégé par 2 cadenas, elle l'a perdu au fur et à mesure du temps. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir continuer dans cet univers-là. On ne sait pas si ce sera la ville d'Elosme ou pas. On va voir en fonction des retours des joueurs. Puis nous, nos créas, bon, ça sera, on verra sur place le lieu, le campement, la ville changera peut-être d'endroit plus ou moins pour créer un autre endroit possible. On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on le fait encore au domaine du Vigno l'année prochaine, dans la même idée de format de joueurs. Donc ça serait bien comptable dans les 60 joueurs. Si vous avez des amis qui sont tentés, vous avez maintenant le visuel et nos idées de jeu. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Il y a des joueurs qui veulent écrire un petit peu une suite en roleplay texte par internet qu'on va s'échanger. Comme je l'avais dit au débriefing, eh ben, ça marche toujours pour tous ceux qui veulent, pour la continuité vis-à-vis du jeu et tout ça.
Nous, on se donne rendez-vous en 2023. On fera des vidéos avant, bien sûr, vous inquiétez pas. Nous, on a notre AG en novembre. Fin 2023, fin 2022, début 2023, on mettra en ligne la billetterie. Entre-temps, on proposera peut-être pour ceux que ça intéresse une murder party, mais ça, c'est pas encore sûr parce qu'on a une grosse charge de travail. Et on a d'autres lieux à aller visiter et puis d'autres lieux à finaliser les visites dans lesquelles on a été pour des possibles jeux au niveau de Lunaria. Ça serait cool de continuer à faire vivre cet univers d'une façon ou d'une autre parce qu'il a vraiment plu à tout le monde et c'est vraiment sympa. Écoutez, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne continuation. 50 minutes, c'est pas mal de vidéo. Et je vous dis à très très vite. Salut!